Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire la preview du Tour de France 2022 et on va commencer cette preview par le sommaire. Du coup, dans cette vidéo, on commencera par évoquer les start lists de ce Tour de France. Après, nous verrons les coureurs à suivre pour chacune des équipes. Ensuite, les étapes à suivre, des étapes qui risquent d'être importantes dans ce Tour de France pour le général. Ensuite, je vous évoquerai mes favoris en 3 catégories. Puis ensuite, je donnerai mes pronos pour les 3 premières étapes. On va direct commencer avec la start list de ce Tour de France 2022. Du coup, on se retrouve pour les start lists et les coureurs à suivre. Et on va commencer par la G2R La Mondiale Citroën. On peut voir leur équipe ici avec notamment Ben O'Connor, Benoît Cosnefroy, Aurélien Paré-Peintre, Oliver Neysen ou encore Bob Jungels. Les 2 coureurs à suivre que j'ai mis pour la G2R La Mondiale Citroën sont Ben O'Connor et Benoît Cosnefroy. Ben O'Connor parce que je pense qu'il peut jouer un classement général sur ce Tour de France et qu'il peut même jouer un top 5 du classement général. Benoît Cosnefroy, je l'ai également mis dans les coureurs à suivre pour la G2R Citroën car il peut prendre des échappées et pourquoi pas remporter une victoire d'étape même s'il n'était pas très en forme dernièrement. Maintenant c'est au tour de la Alpecin Phoenix. La Alpecin Phoenix, on retrouve notamment Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen ou Sylvain Dillier. Les coureurs que j'ai mis à suivre pour cette équipe sont Mathieu Van Der Poel mais également Jasper Philipsen. Mathieu Van Der Poel qui pourra jouer les étapes comme l'étape 5. Je ne pense pas qu'il fera le sprint. Il pourra peut-être même jouer un maillot jaune en début de tour, je pense. Et pour Jasper Philipsen, je pense que ça sera le sprinter attitré pour la Alpecin Phoenix. C'est pour ça que je l'ai mis dans les coureurs à suivre. Il pourrait peut-être aller chercher une victoire d'étape au sprint, voire même plusieurs. Ensuite, la troisième équipe est une équipe française, c'est la Arkea Samsic, où l'on retrouve notamment Nairo Quintana, Warren Barguil ou Hugo Hofstetter. Dans cette équipe, comme coureur à suivre, j'ai mis Nairo Quintana et Warren Barguil. Nairo Quintana qui pourrait peut-être aller chercher une victoire d'étape, même si souvent c'est Tour de France dernièrement, c'est en dents de scie, il peut aller très haut comme très bas. Il a souvent 2 ou 3 jours où il est très mal. Et pour Warren Barguil, il n'arrive pas à retrouver sa forme de 2018, mais s'il la retrouve, ça peut faire très mal. Maintenant, c'est la Astana Kazakhstan dans laquelle on peut retrouver Alexei Lutsenko, Fabio Fellini, Gianni Moscon ou encore Joe Dombrowski. J'ai mis dans cette équipe comme coureur à suivre Alexei Lutsenko et Gianni Moscon. Alexei Lutsenko qui risque de jouer le général, je pense, et qui pourrait aller chercher un top 10 sur ce Tour de France, alors que Gianni Moscon, lui, je l'ai mis comme coureur à suivre, car déjà sur la 5e étape, il pourrait aller chercher une victoire peut-être sur les pavés, mais également car il pourrait être un coureur à surveiller dans les échappées. Ensuite on passe à la BNB Hotel avec notamment comme coureur Luca Mozzato, Alexis Goujard, Franck Bonamour ou Pierre Rolland. Les 2 coureurs à suivre que j'ai mis pour la BNB Hotel sur ce Tour de France, c'est Franck Bonamour parce qu'il avait réalisé un énorme Tour de France l'année dernière, même s'il n'était pas allé chercher de victoire d'étape, il avait été très en forme tout le long. Et j'ai également mis Pierre Rolland qui arrive en forme sur ce Tour de France après son maillot à pois sur le Critérium du Dauphiné et qui pourrait pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape ou le maillot à pois. On passe à la Bahrain Victorious qui a clairement une grosse équipe sur ce Tour de France avec notamment Damiano Caruso, Jack Haig, Matej Mohoric, Luis Leon Sanchez ou encore Dylan Teuns. Comme coureur à suivre, j'ai mis Jack Haig et Matej Mohoric. Je n'ai pas mis Damiano Caruso et Dylan Teuns. Dylan Teuns, j'aurais pu le mettre, je pense qu'il peut aller chercher une victoire d'étape. Damiano Caruso, je pense qu'il n'aura pas les jambes et qui devra donc protéger son leader qui deviendra ainsi Jack Haig. C'est pour ça que j'ai mis Jack Haig qui je pense va être le leader de la Bahrain Victorious sur ce Tour de France et qui pourrait pourquoi pas aller chercher un top 10. Et j'ai également mis comme coureur à suivre Matej Mohoric parce qu'il a déjà remporté 2 victoires d'étape sur le Tour de France l'année dernière et je pense qu'il peut réitérer cette performance. Maintenant c'est au tour de la Bike Exchange avec Dylan Groenewegen, Luka Meshkek, Michael Matthews ou encore Christopher Juliensen. Les coureurs que j'ai mis à suivre dans cette équipe sont Dylan Groenewegen et Michael Matthews, une équipe plutôt tournée vers les victoires d'étape et les sprints avec Dylan Groenewegen et Michael Matthews. Dylan Groenewegen, je pense qu'il peut remporter quelques sprints massifs et Michael Matthews pourrait pourquoi pas aller chercher des victoires d'étape dans des étapes trop compliquées pour les sprinteurs où lui passe bien. Maintenant on retrouve l'équipe d'Alexander Vlasov, Laborance Gros, où on retrouve notamment Félix Gros-Schartner, Patrick Conrad, Lennart Kamna ou encore Max Scharman. Une grosse équipe autour d'Alexander Vlasov qui je pense pourra aller chercher un top 5 au général. C'est pour ça que je l'ai mis dans les coureurs à suivre. Et j'ai également mis Max Scharman et Lennart Kamna. Je pense que ça sera des gros lieutenants pour Alexander Vlasov. Max Scharman s'il est en forme pourrait être intéressant pour Alexander Vlasov. Et Lennart Kamna s'il a sa carte à jouer dans une échappée
pour aller remporter une victoire d'étape. Maintenant c'est au tour de l'équipe Cofidis avec notamment Guillaume Martin, Brian Cocard, Victor Lafay, Benjamin Thomas et Yonis Aguirre. Comme coureur à suivre pour la Cofidis, j'ai mis Guillaume Martin, Brian Cocard et Yonis Aguirre. J'aurais pu mettre également Simon Geschke, Victor Lafay ou Benjamin Thomas. J'ai mis Guillaume Martin parce qu'il va revenir revanchard de son Giro plutôt raté et pourrait-il pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape. J'ai également mis Brian Cocard qui arrive en forme sur ce Tour de France et qui je pense sera dans les favoris au niveau des sprinteurs. Et pour finir j'ai mis Yonis Aguirre, même s'il a eu un Tour de Suisse plutôt raté malgré une belle dernière étape où il a fait une défaillance dans les derniers kilomètres. Je pense qu'il va arriver bien sur ce Tour de France et qu'il sera souvent échappé dans les étapes de montagne où il pourra peut-être jouer un maillot à poids ou une victoire d'étape. On va maintenant se retrouver pour l'équipe de l'IF Education Easy Post, une équipe où l'on retrouve notamment Rigoberto Urán, Alberto Bettiol, Stefan Bissegger ou encore Magnus Cort Nielsen. Ça sera une équipe tournée autour des victoires d'étape et de Rigoberto Urán pour le général. C'est pour ça que j'ai mis Rigoberto Urán dans les coureurs à suivre pour cette équipe. J'ai également mis Stefan Bissegger et Magnus Cort Nielsen. Stefan Bissegger qui pourrait aller chercher une victoire d'étape sur un contre-la-montre et Magnus Cort Nielsen dans une échappée ou un sprint en petit comité pourrait aller chercher une victoire d'étape comme il l'a réussi déjà plusieurs fois sur le Tour de France. Maintenant c'est au tour de la Groupama FDJ, l'équipe française, tournée autour de Thibaut Pinot et David Gaudu. Dans les coureurs à suivre pour la Groupama FDJ, j'ai mis Thibaut Pinot, David Gaudu et Stéphane Kung. Thibaut Pinot qui pourrait peut-être aller chercher plusieurs victoires d'étape et un maillot à poids, à moins que finalement il joue le général. David Gaudu qui jouera le général sur ce Tour de France pourrait peut-être aller chercher un top 5. Le podium sera difficilement réalisable pour lui. Et j'ai mis Stéphane Kung qui est un très bon rouleur et qui pourrait être utile à Thibaut Pinot et David Gaudu sur les pavés de la 5e étape. Et maintenant c'est au tour de la Ineos Grenadier, tournée vers le classement général avec notamment Geraint Thomas, Daniel Martinez, Filippo Ganna, Tom Pidcock ou encore Adam Yates. Les 4 coureurs que j'ai mis à suivre pour la Ineos Grenadier, c'est Geraint Thomas, Daniel Martinez, Filippo Ganna et Adam Yates. Geraint Thomas parce que je pense qu'il peut aller chercher un top 10 au général, voire même un top 5. J'ai également mis Daniel Martinez parce que je pense qu'il peut faire mieux que Geraint Thomas. Attention leader d'Ineos de ne pas se tirer dans les pattes. Adam Yates pourrait venir jouer les troubles fêtes entre les deux leaders et pourquoi pas le voir aller chercher des victoires d'étape, même si sur les derniers Tours de France il n'a pas été très en forme. Et j'ai également mis Filippo Ganna car il pourra aller remporter les contre-la-montre de ce Tour de France, au moins un. Du coup maintenant on peut voir l'équipe de l'Intermarché ou Anticobert Matériaux, une équipe composée de Louis Meintjes, Alexander Kristoff, Adrien Petit ou encore Andrea Pasqualone. J'ai mis comme coureur à suivre dans cette équipe Louis Meintjes et Alexander Kristoff. Louis Meintjes car il pourra aller chercher un top 10 au classement général et s'il ne joue pas le général il pourra aller chercher pourquoi pas des victoires d'étape en montagne. Et ensuite j'ai mis Alexander Kristoff qu'on pourrait croire fini mais qui a quand même remporté la première étape du Tour de France l'année dernière et donc empoché le premier maillot jaune. Il pourrait donc réitérer cet exploit de remporter une étape au sprint. C'est pour ça que je l'ai mis dans les coureurs à suivre. C'est au tour de l'Israël Première Tech avec Jakob Fuglsang, Christopher Froome, Michael Woods ou encore Daryl Impey. J'ai mis comme coureur à suivre Jakob Fuglsang, Michael Woods et Daryl Impey. Jakob Fuglsang qui pourrait jouer le général, il a été plutôt en forme sur le Tour de Suisse et sur la classique du Mercantour où il est allé chercher un bon classement général et une victoire sur la classique du Mercantour. Il pourrait donc jouer le général même s'il est plutôt malchanceux sur le Tour de France. Ensuite, Michael Woods pour aller chercher des victoires d'étape pour la Israël, qui je crois n'a encore jamais remporté d'étape sur le Tour de France. Et pour finir, Daryl Impey pourrait venir jouer les troubles fêtes entre les sprinteurs dans des étapes trop dures pour les sprinteurs. Maintenant, c'est au tour de l'équipe Jumbo-Visma de Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, où l'on retrouve également Wout van Aert, Sepp Kuss et Stefan Kruijswijk. Une grosse équipe pour la Jumbo-Visma. J'ai donc mis comme coureur à suivre pour cette équipe Primoz Roglic et Jonas Vingegaard qui joueront le général. On pourra voir selon moi dès la première semaine quel est le leader de cette équipe Jumbo-Visma. Et Wout van Aert sera derrière pour jouer le maillot vert. Un objectif qui s'est fixé et qui semble largement réalisable pour lui. Vu qu'il est bon au sprint, il passe bien les bosses et il est bon en montagne. Un maillot vert où il sera l'immense favori. C'est maintenant au tour de la Lotto Soudal, une équipe autour du sprinter Caleb Ewan, où l'on peut retrouver également Tim Wellens et Philippe Gilbert. Les coureurs à suivre que j'ai mis dans cette équipe sont Caleb Ewan, même s'il n'a pas remporté d'étape sur le Giro d'Italia, c'est un des meilleurs sprinters du peloton. Et j'ai également Tim Wellens qui pourra aller chercher pourquoi pas une victoire d'étape comme Vermand ou Longwy. Ensuite c'est au tour de la Movistar, autour de son leader Enric Mas qui pourra également aller chercher des victoires d'étape.
notamment avec Matteo Jorgensen ou Carlos Verona. Comme coureur à suivre pour cette équipe, j'ai mis Enric Mas, qui sera le leader de cette équipe et qui pourrait jouer les troubles faites au classement général. Et j'ai également mis Gregor Mühlberger, qui pourra aller chercher des victoires d'étape dans des étapes montagneuses et ainsi être un coureur important pour la Movistar, mais il pourrait également être le lieutenant d'Enric Mas. Maintenant, c'est au tour de la Quick-Step Alpha Vinyl, où l'on ne retrouve pas Julien Alaphilippe, mais où l'on retrouve Fabio Jakobsen, Andrea Baggioli, Mattia Cataneo ou encore le champion de France Florian Sénéchal, qui avait été d'abord pas sélectionné et qui a ensuite été sélectionné dû au forfait de Tim de Klerk dû au Covid. Les coureurs à suivre dans cette équipe Quick-Step, j'ai mis Fabio Jakobsen et Andrea Baggioli. Fabio Jakobsen qui aura un train de fou pour les sprints massifs et qui pour moi sera le grand favori de ces sprints massifs. Il pourrait rafler pourquoi pas plusieurs étapes. Malheureusement pour lui, je pense que ce Tour de France aura très peu de sprints massifs. Et ensuite j'ai mis Andrea Baggioli car je pense qu'il est meilleur que Mattia Cataneo en montagne et que ce serait ainsi lui le coureur qui pourra aller chercher des victoires d'étape dans les échappées pour l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl. Maintenant c'est au tour de la team DSM autour de Romain Bardet, mais où l'on retrouve également John Degenkolb ou Andreas Leknesund. J'ai mis comme coureur à suivre pour cette équipe Romain Bardet et Andreas Leknesund, mais John Degenkolb pourrait également être un coureur à suivre s'il est en forme. J'ai mis Romain Bardet car il était très en forme lors du Giro d'Italia, avant que sa maladie le fasse abandonner, et s'il revient autant en forme sur le Tour de France, pourrait être un élément important, soit pour les victoires d'étape, soit pour le classement général. Et j'ai mis également Andreas Leknesund, qui a été très performant sur le Tour de Suisse, en allant notamment chercher une victoire d'étape, et je pense qu'il pourrait réitérer cette performance sur ce Tour de France. Ensuite, c'est au tour de la Total Energy, tournée autour de Peter Sagan, mais surtout les victoires d'étape, où l'on retrouve notamment Peter Sagan, Alexis Viermoz, Pierre Latour ou encore Edvald Boasson-Hagen. J'ai mis comme coureur à suivre Peter Sagan et Pierre Latour. Pierre Latour qui, je pense, ne pourra pas jouer le général parce qu'il n'en a pas les capacités, il est pas assez fort en montagne, mais qui pourrait peut-être aller chercher une victoire d'étape. Et j'ai mis également Peter Sagan, qui revient en forme après le Tour de Suisse. Après, malheureusement, il a eu le Covid juste avant le Tour de France, pendant le Tour de Suisse, mais je pense qu'il pourra aller chercher des victoires d'étape pour la Total Energy et pourquoi pas le maillot vert. Et maintenant c'est au tour de l'avant-dernière équipe, l'équipe de la Trek Segafredo, où l'on retrouve notamment Bauke Mollema, Tony Galopin, Mats Pedersen ou encore Giulio Ciccone. Une équipe Trek Segafredo qui sera tournée vers les victoires d'étape. Les coureurs à suivre que j'ai mis pour cette équipe sont Bauke Mollema et Mats Pedersen. J'ai mis Bauke Mollema parce que je pense que dans une échappée, il peut aller chercher une victoire d'étape comme il avait fait sur le précédent Tour de France. Et Mats Pedersen pourrait être à son avantage dans les étapes avec une arrivée au sprint et même lors de la 5e étape, l'étape des pavés. Et pour finir, c'est au tour de la UAE Team Emirates qui sera tournée autour de l'immense favori de ce Tour de France, c'est-à-dire Tadej Pogacar. Malheureusement pour eux, ils ont eu le forfait de Matteo Trentin avant ce Tour de France. C'est donc Marc Hirschi qui le remplace comme coureur à suivre pour ce Tour de France pour la UAE Team Emirates. J'ai mis Tadej Pogacar car il sera le favori numéro 1 à sa propre succession. Et j'ai également mis Marc Soler qui pourrait être le lieutenant de Tadej Pogacar. Et Marc Hirschi, s'il est autant en forme que sur le Tour de France 2020, pourrait aller chercher pourquoi pas des victoires d'étape pour la UAE, même si l'équipe sera tournée autour de Pogacar. Et maintenant on va aller voir les étapes qui seront pour moi importantes pour le classement général sur ce Tour de France. On est maintenant là pour la présentation des étapes importantes de ce Tour de France. On va direct commencer avec les étapes 2 et 3 au Danemark. Les étapes 2 et 3 dont on peut voir les profils ici. On peut voir que la ville de Nyborg est à 2 mètres au-dessus de la mer, c'est-à-dire rien du tout. On peut voir que les étapes 2 et 3 seront propices aux bordures, parce que l'étape aura lieu en bord de mer. On verra s'il peut y avoir des bordures. Et on va aller voir sur la deuxième étape, les coureurs passeront sur le pont du Grand Belt, le pont qu'on peut voir ici. Un pont de 16 km qui va d'une île du Danemark à une autre. Pour l'instant, normalement, il ne devrait pas y avoir de bordure parce que le vent risque d'être de face sur le pont. Mais il pourrait y en avoir avant des bordures, avant le pont. Et le pont pourrait permettre d'augmenter les écarts. Et maintenant, on peut voir où sont situées les étapes 2 et 3. L'étape 2 qui est située pour la plupart en bord de mer. C'est ici où il pourrait y avoir des cassures. On peut voir dans le final que les coureurs seront juste à côté de la mer. Et le vent poussera donc. On verra s'il poussera de face ou de côté. S'il pousse de côté, il risque d'avoir des bordures. On verra ça dimanche. Et maintenant du coup on va passer à l'étape 5 de ce Tour de France, l'étape des pavés. Du coup ici on peut voir le profil de cette étape et c'est 11 secteurs pavés qui seront répartis en moins de 60 km. On verra ça lors de la 5e étape. Et ici on peut voir les pavés de plus près. On peut voir les 11 secteurs pavés. Les 5e, 4e et 3e secteurs pavés sont les plus longs. 2 km 800 pour le 5e, 2 km 400 pour le 4e et 2 km 400 également pour le 3e. Je pense que ces secteurs pavés augmenteront les écarts entre les favoris et que ça aura déjà cassé chez certains favoris dans les secteurs précédents. Et maintenant du coup on va passer
à la 7e étape, l'étape de la planche des belles filles. On peut voir ici le profil de cette 7e étape qui arrivera donc à la planche des belles filles sur la super planche des belles filles, une montée de 7 km à 8,7%. On peut voir ici la montée en détail, que des pourcentages dans le rouge et le noir. On peut voir qu'il y a des passages à 24% dans le dernier kilomètre, mais également à 20% un peu plus tôt. Ça peut être une montée qui risque de faire des dégâts chez les favoris s'il y a des attaques et peut-être de déjà dessiner le classement général. Après les bordures et les pavés, nous verrons ainsi qui sont les grands vainqueurs de cette première semaine. Et maintenant, on va passer aux Alpes et on peut voir les étapes des Alpes. Les étapes 9, 11 et 12 auront lieu dans les Alpes. L'étape 9 sera un peu moins dure que l'étape 11 et 12 qui risquent d'être dantesques, où il pourrait y avoir des écarts entre les favoris énormes. On verra s'il y aura des attaques. Peut-être que Pogacar peut attaquer dans le col du Galibier sur la 11e étape, on sait jamais. Maintenant on va aller voir les profils de ces 3 étapes et on va commencer par l'étape 9. L'étape 9 qui arrivera à Châtel-les-Portes du Soleil après le col de Pas de Morgins qui fait 15 km 400 à 6,1%. Puis après le Pas de Morgins, il y aura une redescente puis remontée. Un Pas de Morgins dont on peut voir que les pourcentages seront rouges sur les 12 premiers kilomètres. Puis après ça sera un peu plus plat sur la fin de ce col. Et on peut voir qu'après la deuxième partie du col pour arriver à Châtel-les-Portes du Soleil sera plutôt plate. Je ne pense pas qu'il y aura d'écart entre les favoris, mais un coureur très en forme pourrait peut-être prendre du temps. Et maintenant du coup on va aller voir la 11e étape de ce Tour de France et la première grosse étape de montagne comme on peut dire, avec l'arrivée au col du Granon Serre Chevalier, avec un passage par le Galibier dont on peut voir ici les pourcentages. On peut également voir les pourcentages du col du Télégraphe qui aura lieu avant le Galibier. Mais on peut voir que le Galibier, surtout la fin, sera très dur. Plus de 2600 mètres d'altitude, 2642 mètres le haut du Galibier. Et on peut voir que les pourcentages à plus de 2000 mètres sont presque tous dans le noir. Ça risque de faire des dégâts, ce col du Galibier. Et un coureur très fort pourrait peut-être attaquer, même si je pense que tout se jouera plutôt dans le col du Granon. Un col du Granon dont nous allons voir les pourcentages ici. Aucun pourcentage dans le bleu ou le vert, c'est que dans le rouge et le noir, avec des pourcentages du kilomètre 5 au kilomètre 8 à plus de 10%. Ça risque d'être un col qui va faire des dégâts. Et s'il y a déjà eu des dégâts dans le col du Galibier, ça peut faire très mal pour certains favoris. Si un favori se retrouve avec une journée sans sur cette étape, il aura perdu le Tour de France. Et maintenant, on peut voir le profil de cette 12e étape où l'on peut voir qu'il y aura 3 cols de hors catégorie avec le col du Galibier, le col de la Croix de Fer et une arrivée à l'Alpe d'Huez. On va directement voir les pourcentages de ce col de la Croix de Fer de 29 km à 5,2%. On peut voir que la fin sera plutôt dure avec que des pourcentages dans le rouge. Et on peut voir que le début aussi sera extrêmement dur avec des pourcentages dans le rouge et dans le noir. Mais à partir de la moitié du col, ça risque d'être moins dur. Avant la fin du col qui sera extrêmement dur également. Et après, pour finir l'étape, on aura l'Alpe d'Huez qu'on connaît après ses nombreux passages sur le Tour de France. C'est un col de 13 km 800 à 8,1%. Et on peut dire que les 3 derniers kilomètres c'est un peu plus facile, mais ils sont quand même à plus de 5%. Sinon tout le col est à plus de 6,5% de pente moyenne. Ça risque de faire mal chez les favoris. Et l'enchaînement étape 11, étape 12 risque de dessiner le classement général. Si vous n'êtes pas en forme sur ces 2 étapes, vous perdez clairement le Tour de France, même le podium, je pense, et peut-être le top 5. Et maintenant, du coup, on va se retrouver pour les Pyrénées qui auront lieu lors des étapes 17 et 18. On peut voir ici la présentation des Pyrénées avec l'étape Lourdes-Otakam et Saint-Gaudens-Péragudes. Et on va directement commencer par l'étape entre Saint-Gaudens et Péragudes, une étape qui fera 129,7 km, c'est-à-dire assez court, où on se retrouvera dans les 80 derniers kilomètres. Un enchaînement de cols avec le col d'Aspin, l'Ourquette d'Ancizan, le col de Valoron-Azette et la montée vers Péragudes. Après, il y aura un peu de plat entre la Ourquette d'Ancizan et le col de Valoron-Azette. Mais là, si on est loin en général, une attaque sur la 17e étape peut permettre un replacement au général. Et là, on va aller voir les pourcentages de l'avant-dernier col. Le col de Valoron-Azette, on peut voir que ce col sera assez dur après une entrée plutôt plate dans le col avec des pourcentages bleus et verts. Mais après, ça sera que du rouge et du noir pendant 8 km. Ça risque d'être dur et ça sera une bonne mise en abîme pour la montée vers Péragudes. Une montée vers Péragudes qui sera à peu près comme la montée de Valoron-Azette. Et on peut voir que l'arrivée sera jugée à l'altiport avec des pourcentages à plus de 16% dans le final et un dernier kilomètre à 13%. Le dernier kilomètre risque de faire des dégâts comme sur le Tour de France 2017 où Froome avait craqué dans l'altiport et avait perdu 30 secondes en 200 mètres. Ça risque de faire des dégâts cette montée de Péragudes et surtout le dernier kilomètre. Si on est fort sur cette étape, je pense qu'on peut faire des écarts, mais peut-être que certains coureurs en garderont pour la
18e étape. Du coup maintenant on va aller voir le profil de cette 18e étape où il y aura un enchaînement col de l'Aubisque, col de Spandel et la montée vers Hautacam. On va d'abord aller voir les pourcentages de ce col de l'Aubisque qui fait 16 km 400 à 7,1%. Le début du col c'est le moins dur dans le col, mais après ça monte fort et je pense que ça peut faire des dégâts si quelqu'un attaque dans le col de l'Aubisque. S'il commence déjà à avoir un écrémage dans le col de l'Aubisque, ça peut être une étape de fou furieux. Puis après il y aura le col des Spandel, lui il n'y a aucun pourcentage dans le vert ou le bleu. En plus je crois que c'est sur une route étroite, 10 km 300 à 8,3% de pente moyenne. Cette montée je pense, s'il y a déjà eu un écrémage dans le col de Bisque, la montée du col de Spandel peut permettre un écart entre les favoris. Un favori très fort pourrait peut-être attaquer dans le col de Spandel et faire la descente jusqu'au pied d'Hautacam. Le col d'Hautacam qu'on va voir maintenant, un col d'Hautacam qui fait 13,6 km à 7,8% et on peut voir que du kilomètre 7 au kilomètre 11 ça monte énormément. Après le kilomètre 9 est moins dur là avec 6,8% de pente moyenne, mais on peut voir que le kilomètre 8 11,3% de pente moyenne, ça risque peut-être de faire des écarts, et le kilomètre 10 à 10,4% de pente moyenne fera peut-être des écarts également. Je pense que déjà cette attaque au milieu du col, tu peux faire deux sacrés écarts sur cette montée. On verra quelles sont les équipes les plus fortes. S'il y a déjà eu des favoris qui ont abandonné ou qui ont eu le Covid comme Pogacar, on sait jamais. Là ça peut être extrêmement serré, je pense, le général, si Pogacar abandonne, ou même que Pogacar n'est pas très en forme, on sait jamais. Et maintenant on va aller voir la 20e étape de ce Tour de France, le contre-la-montre vers Rocamadour, un contre-la-montre de 40,7 km, un contre-la-montre plutôt plat qui va de la Capelle Marival à Rocamadour. On a quand même la montée vers Rocamadour qui fait 1,5 km à 7,8%, ce qui pourra avantager peut-être les grimpeurs dans le final, mais ils auront déjà perdu beaucoup de temps sur le plat. Pour les purs grimpeurs, il faudra prendre beaucoup d'avance dans les Pyrénées et attaquer, parce que sur le contre-la-montre, ils perdront forcément du temps, et un contre-la-montre de 40 km ne pardonnera pas, et ce contre-la-montre pourrait faire perdre des places à certains coureurs. Et du coup, après la présentation des étapes importantes, étape par étape, on va maintenant se retrouver pour la présentation des favoris qui seront en 3 catégories, les 1 étoile, les 2 étoiles et les 3 étoiles. Je vais donc commencer par présenter les favoris, et les favoris 1 étoile où j'ai mis notamment Daniel Martinez. Daniel Martinez, je l'ai mis en favori 1 étoile parce que je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un conflit d'intérêt avec Geraint Thomas et que les deux soient très bien placés au général, et du coup qui privilégie Geraint Thomas. Et aussi, aura-t-il le niveau pour être à un niveau de Pogacar ou d'un Roglic ou d'un Vingegaard? Ça j'en suis pas sûr, parce que Daniel Martinez ne s'est pas montré trop à son aise sur les grands tours, c'est pour ça qu'il est en 1 étoile. En deuxième favori 1 étoile, j'ai mis David Gaudu, qui même s'il sera accompagné par Thibaut Pinot, je ne le vois pas aller chercher un Pogacar, être aussi fort qu'un Pogacar en montagne, ou même qu'un Roglic, mais après il a pas mal progressé en montagne, et sur le chrono, il risque de perdre pas mal de temps, même s'il a bien progressé. Ses failles en chrono lui joueront peut-être des tours sur la 20e étape, ou peut-être qu'il perdra quelques places, faudra qu'il attaque avant et qu'il ait pris du temps aux favoris. Ça serait quand même magnifique un Gaudu qui arrive sur le contre-la-montre avec le maillot jaune. Après, si c'est pour faire une Roglic, ça serait pas magnifique. Puis après, le troisième coureur 1 étoile que j'ai choisi, c'est Ben O'Connor. Ben O'Connor, le coureur d'AG2R La Mondiale qui a fini 3ème du Critérium du Dauphiné. C'est pour ça que je l'ai mis en favori 1 étoile. Après sa 4ème place du Tour de France l'an dernier, je pense qu'il peut réitérer cette performance. Il avait été très à son aise sur le dernier Tour de France. Déjà, il avait repris 3 minutes dans une échappée, ce qui lui avait permis de réaliser un bon Tour de France et de finir 4ème du général. En plus, il arrive en forme sur ce Tour de France, il aura peut-être les capacités pour aller chercher un bon général, mais comme on a pu le voir sur le Dauphiné, il est moins fort en montagne que Vingegaard et Roglic. Maintenant, on va s'attaquer aux favoris 2 étoiles, et on va commencer par celui en qui je crois le moins, c'est-à-dire Geraint Thomas. Pour moi, je l'ai mis en 2 étoiles parce qu'il a une très grosse équipe, notamment avec Daniel Martinez, et je pense que ça sera lui le leader d'Ineos, s'il ne perd pas trop de temps en première semaine, mais je pense que lui, les pavés, ça le dérange pas. Je pense que Geraint Thomas pourrait être déjà bien placé dès la première semaine et surtout devant Daniel Martinez. C'est pour ça je pense qu'il sera le leader d'Ineos sur ce Tour de France, mais je pense que c'est le moins fort des 5 favoris que je vais donner. Et du coup, en deuxième favori 2 étoiles, je vais mettre Alexander Vlasov. Je le mets 4ème. Déjà, il fait un début de saison assez fort. Malheureusement pour lui, il a eu le Covid pendant le Tour de Suisse. On va voir si ça peut déranger sa préparation. Mais avant ça, il était très en forme. Après, sur 3 semaines, on n'a pas trop vu son niveau. Il pourrait peut-être ne pas être à son aise pendant 3 semaines. Nous verrons ça sur ce Tour de France. Mais vu le niveau qu'il a montré, il peut aller chercher largement un top 5 au classement général. Et peut-être mieux s'il y a des abandons ou même à la pédale. Maintenant, le troisième favori que je vais donner, encore un 2 étoiles, c'est Primoz Roglic. Primoz Roglic qui arrive en forme. Mais sur le Dauphiné, je pense qu'il a été moins fort que Vingegaard. Après, est-ce que sur le Dauphiné, il n'était pas en totale forme? Parce que Roglic, il a l'habitude d'être en forme trop tôt sur ses courses principales. Comme sur le Tour de France 2020 où il avait eu du mal à finir son Tour de France. Où il avait perdu gros face à
Tadej Pogacar sur le contre-la-montre la veille de l'arrivée. C'est pour ça que je le vois troisième grand favori de ce Tour de France. Je le mets troisième favori, mais s'il est en grande forme, il pourrait peut-être même aller chercher un Pogacar. Mais nous verrons ça lors de ce Tour de France. En plus les pavés, je pense pas que ça le dérangera trop à Roglic et qu'il perdra trop de temps dessus. Du coup je pense que le Tour sera assez bien pour lui, et le contre-la-montre de Rocamadour qui nous fasse pas une bis répétita avec 2020 et qui perde le maillot jaune s'il l'a sur la dernière étape. Et maintenant on va passer au deuxième grand favori, c'est-à-dire Jonas Vingegaard, que j'ai également mis en deuxième, et qui est le deuxième plus gros favori selon moi. Jonas Vingegaard que j'ai mis en deuxième favori, parce que selon moi ça a été le plus fort sur le Dauphiné, même plus fort que Roglic, et s'il garde cette forme sur le Tour de France, il peut faire des ravages, et même pourquoi pas battre un Tadej Pogacar. On l'avait vu le mettre en difficulté dans le Mont Ventoux l'année dernière. Est-ce qu'il peut réitérer cette performance et le remettre en difficulté sur tout le Tour de France? Nous verrons ça déjà à partir de la 7ème étape sur la planche des belles filles. On verra si Vingegaard peut aller remporter ce Tour de France. Et du coup, en favori numéro 1, le seul à 3 étoiles, j'ai mis le grand favori de ce Tour de France, Tadej Pogacar, le double tenant du titre, qui viendra du coup défendre son Tour de France et peut-être réaliser l'exploit de le remporter 3 fois d'affilée. Si Pogacar est en forme et que ses adversaires n'osent pas leur niveau, il sera injouable, mais le niveau sera sûrement plus élevé que lors du dernier Tour de France. Il ne faudra pas qu'il perde du temps sur les étapes pièges de première semaine, dans les bordures du Danemark ou sur les pavés où il avait été plutôt à l'aise sur le Tour des Flandres. Du coup je le vois pas trop perdre de temps. Et on verra donc si ce Tour de France a du suspense et si le Tour de France se joue sur l'avant-dernière étape, le contre-la-montre de Rocamadour. Si cela arrive, ça serait clairement insane. Et maintenant on va passer à mes pronostics des 3 premières étapes. Maintenant, je vais vous donner mes pronostics sur les 3 premières étapes et on va commencer directement avec la première étape de ce Tour de France. Un contre-la-montre entre Copenhague et Copenhague. En 3e gros favori sur ce contre-la-montre, je mets Geraint Thomas qui je pense peut être le meilleur des favoris sur ce contre-la-montre. Ensuite, en 2e favori, je mettrai Stefan Kung qui même s'il a eu le Covid, je pense va réaliser un beau premier contre-la-montre dans cette ville de Copenhague. C'est pour ça que je le vois réaliser au moins un podium sur ce contre-la-montre et pourquoi pas une victoire. En premier favori sur ce contre-la-montre, je mets Filippo Ganna, qui est clairement le meilleur coureur en contre-la-montre du monde et qui est pour moi le grandissime favori de cette première étape où il devrait prendre le maillot jaune sans toute vraisemblance. Maintenant, on va passer à la 2e étape de ce Tour de France avec l'arrivée à Nyborg, une étape qui pourrait avoir des scénarios bien différents en cas de bordure ou en cas de non-bordure. S'il y a des bordures, cette étape pourrait faire de lourds dégâts parmi les favoris et également parmi les sprinteurs qui seraient donc pas tous là pour jouer la victoire. Du coup, en 3e favori sur cette première étape, je mets Wout van Aert. Wout van Aert qui je pense déjà aura peut-être pu gagner le contre-la-montre, même si je l'ai pas mis dans les favoris, qui pourra donc déjà avoir le maillot jaune. Et lui qui joue le maillot vert, il sera obligé de faire les sprints massifs et je pense qu'il peut aller chercher une victoire directement sur la 2e étape. Ensuite, en 2e favori, je mets Brian Cocard, mon côté des chauvins ressort. Je pense qu'il peut aller chercher une victoire d'étape directement sur la 2e étape. Après, c'est peut-être mon côté chauvin qui ressort, mais on a pu voir que sur le Tour de Suisse, il était revenu à une vitesse folle sur Peter Sagan et il était à ce moment-là pas totalement en forme. Je pense qu'il peut aller gagner directement cette 2e étape et ça ferait donc une première victoire française sur ce Tour de France parce que ça m'étonnerait qu'un Français gagne le contre-la-montre inaugural. Et après, en grand favori sur cette 2e étape, je mets Fabio Jakobsen qui pour moi est le grand favori chez les sprinteurs et en plus il a un train extrêmement fort pour l'emmener. C'est pour ça que je le mets en favori numéro 1 parce que même avec les bordures, les quick-step ils savent gérer et bien placer leur leader. C'est pour ça que je vois Jakobsen s'imposer en cas de bordure ou en cas de non-bordure. On verra si mon pronostic se réalise. Et maintenant on va passer à la 3e étape, encore une étape de sprint, mais cette fois-ci je vais changer mes pronostics. Je vais mettre en 3e favori sur cette étape Peter Sagan qui je pense peut aller chercher une victoire d'étape, qui le mettrait ainsi en confiance pour son Tour de France et je pense que la 3e étape pourrait lui permettre d'aller chercher une victoire. En plus il était en forme sur le Tour de Suisse, même s'il a eu le Covid pendant le Tour de Suisse, je pense qu'il a bien récupéré et qu'il arrivera en forme sur le Tour de France où selon moi il pourra aller chercher une victoire dès la 3e étape. Ensuite en 2e favori, je mets Fabio Jakobsen, même si je le mets en favori numéro 1 chez les sprinteurs, je pense qu'il se fera battre sur cette 3e étape, peut-être dû à l'euphorie de sa victoire de la 2e étape. C'est pas sûr qu'il gagne la 2e étape, il peut quand même se faire battre, mais moi je le mets numéro 2 Jakobsen, que je le vois dans l'écran en favori mais pas remporter la 3e étape. Et ensuite en favori numéro 1 sur cette 3e étape, j'ai mis Wout van Aert parce que selon moi Wout van Aert remportera cette 3e étape et ainsi le sprint car c'est l'un des meilleurs sprinteurs du peloton. De toute façon c'est peut-être le meilleur coureur du peloton, en tout cas le plus complet ça je pense. Et je pense qu'il pourra aller chercher la 3e étape de ce Tour de France et déjà porter le maillot vert, son grand objectif. Avant de conclure, je souhaite encourager tous les coureurs pour ce Tour de France 2022 et en particulier les Français
et Thibaut Pinot. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour faire avancer la chaîne. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.